Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de littérature et écologie. Alors cette question, ce rapport entre littérature et écologie, c'est un rapport qui m'habite depuis pas mal de temps maintenant, puisque je suis vraiment travaillé par cette question de qu'est-ce que peut faire la littérature face à la crise écologique. J'avoue que c'est une question qui me suit depuis pas mal de temps, puisque pour ceux qui ne savent pas, je suis en Master 1 d'études de lettres modernes en Belgique. Et déjà l'année dernière, j'avais dû écrire un travail de fin d'études où j'avais commencé un peu à poser les prémices de cette question de que peut la littérature face à la crise écologique. Et je m'étais armé d'une théoricienne, enfin d'une philosophe américaine qui s'appelle Donna Haraway et qui est vraiment ce livre, c'est vraiment ma Bible, ça s'appelle Vivre avec le trouble. Et c'est vraiment ma Bible intellectuelle. Donna Haraway, c'est une de ces figures intellectuelles qui m'habitent et qui me portent, qui me donne vraiment du courage pour penser. Je sais pas, enfin moi j'ai vraiment un rapport parfois à certaines figures féminines comme ça qui me donnent, qui m'inspirent beaucoup et qui, à tel point qu'elles m'habitent en fait. Je pourrais parler de Donna Haraway, mais au cinéma je pourrais parler d'Agnès Varda. Je pourrais parler de figures de profs même que j'ai pu rencontrer au cours de ma vie. Enfin bref, des figures souvent féminines qui m'inspirent et que je porte au quotidien. Et bien Donna Haraway, c'est un peu ça pour moi. J'aime bien dire qu'elle me donne le courage de penser et le courage de relier la pensée, la théorie, à la vie, car c'est souvent un lien qui est rompu, je trouve très souvent, surtout dans l'université, où on peut vite tomber dans l'intellectualisme, c'est-à-dire de la pensée pour de la pensée. Au contraire, chez Donna Haraway, il y a vraiment cette idée de ok, c'est important de penser, c'est important de produire des idées, c'est important de faire de la littérature, etc. Mais au fond, pourquoi c'est important et comment ça peut nous aider, comment ça peut nous armer à traverser les temps de désastre qu'on rencontre en ce moment. Et voilà, j'ai un peu envie de continuer en master cette question de que peut la littérature face à la crise écologique. Et voilà, j'ai vraiment envie de l'explorer pour mon mémoire cette fois-ci. Et donc cette vidéo se voudra un peu liminaire, un peu introductive pour une série de vidéos que j'ai envie de faire sur ma chaîne YouTube, justement sur ces questions entre littérature et écologie. Je m'étais dit que je pourrais peut-être faire des vlogs mémoire. Ça, c'est vraiment pour les geeks comme moi. Galatée, Eve Antonov avait fait ça il y a quelques années sur sa chaîne YouTube. Maintenant, elle fait des vlogs thèses, mais elle avait fait ça il y a quelques années pour son mémoire et j'avais trop kiffé. Donc pourquoi pas faire ça ici aussi. Et voilà, cette vidéo, elle veut un peu poser les bases, un peu problématiser cette question-là. Je crois pas que je vais donner de grandes réponses ici, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Voilà, le but ici, c'est de poser des questions, voir que en fait, c'est pas un rapport très évident. Et c'est pas une question facile en fait de se poser cette question. Et je tiens à dire que je n'ai pas préparé cette vidéo, il n'y a pas de script ou quoi. C'est vraiment voilà, une discussion et je sais pas, j'ai juste envie de vous parler un peu de ces questions qui m'habitent de manière non exhaustive et toujours sur ce mode discussionnel que j'aime tant sur cette chaîne YouTube. Parce que j'avoue que moi je considère cette chaîne évidemment comme un espace de partage, mais aussi comme un espèce de laboratoire ou comme des brouillons d'idées où je parle et en parlant, il y a des idées qui émergent, il y a des réflexions qui se consolident. Bref, mais du coup, que pourrait être une littérature écologique? C'est-à-dire une littérature qui se reconnaît un pouvoir d'action face à la crise écologique. Je pense que le premier écueil qu'il faut éviter, c'est la question de la nature, ou la question de la simple représentation de la nature et du monde végétal, etc. Comme on le sait, le concept de nature, c'est déjà un concept lourd de présupposés théoriques, épistémologiques, etc. Puisque déjà parler de nature, c'est déjà nous supposer dans un rapport d'extériorité face à celle-ci. C'est déjà non plus penser que nous, les humains, nous appartenons à la nature, mais bien que nous en serions sortis dans une espèce de mouvement de civilisation ou de progrès. Voilà, nous, les humains, nous ne serions plus des animaux, mais nous serions des êtres de culture, c'est-à-dire des êtres d'esprit, des êtres d'intelligence et non plus d'instinct, etc., etc. Et en fait, on remarque que déjà dans les concepts qu'on mobilise, il y a plein de présupposés, notamment du coup ce concept de nature. Et en fait, de manière générale, la pensée occidentale est fondée sur toute une série de dichotomies, hein. Homme, femme, jour, nuit, animal, humain. Et c'est très compliqué de pouvoir en sortir. Et je crois que quand on parle d'écologie, en fait, il faut aussi se rappeler qu'on n'est pas justement seulement dans ce niveau de la représentation où, en gros, il s'agirait de dire « Oh, regardez comme elle est belle la nature » et on serait dans une espèce de rapport contemplatif comme il a pu exister avec le romantisme, par exemple, où effectivement, il y avait une grande présence de la nature.
Vous savez, ce cliché, ce lieu commun du paysage état d'âme où le poète se reflète dans la nature, etc. Il part se promener et se retrouve dans sa solitude, etc. pour écrire. Je pense qu'il faut éviter cet écueil-là, car ce qu'on cherche avant tout avec l'écologie, c'est se transformer dans notre rapport au monde. Parce qu'en fait, on a tellement été conditionné par toute une série de partages du monde, hérités de la pensée moderne, occidentale, que en fait, c'est compliqué d'en sortir. Et je crois qu'une première étape dans notre écologie, ce serait de revoir les catégories, les figures avec lesquelles on pense. Parce que c'est seulement en échappant à nos conditionnements de pensée qu'on peut s'en libérer et donc pouvoir penser d'autres manières d'être au monde, d'autres manières de vivre qui seraient plus écologiques et, et qui nous donneraient le pouvoir de répondre à la crise en cours. Donc je pense que une des premières pistes qui pourrait éclairer justement cette question de la littérature et de son rapport et de son pouvoir face à la crise écologique, ce serait justement cette question de la pensée. Comment la littérature pourrait-elle nous donner des outils, des figures, des catégories pour penser en dehors de cette pensée déjà très prémâchée dont on a hérité en fait, nous occidentaux modernes. Comment voilà, la littérature peut-elle nous aider à dépasser ça, à nous en libérer pour voilà, élargir notre imagination, élargir notre pensée et donc pouvoir ensuite dépasser cette impasse qu'on rencontre parce que je crois que c'est Frédéric Jameson qui disait c'est quand même fou que la fin du monde soit plus facile à penser que la fin du capitalisme. Voilà, c'est vraiment cette idée que notre imagination est en quelque sorte anéantie, affaiblie par une pensée déjà faite, déjà construite, qui nous empêche voilà, de penser au-delà de ça. Et donc voilà, je crois que la littérature, dans son premier rôle face à cette crise, serait de nous aider à penser, de nous aider à comprendre ce qui nous arrive et de nous aider à avoir ce rapport réflexif aux catégories avec lesquelles on pense. Et donc voilà, un des pouvoirs, un des premiers gestes que pourrait opérer la littérature, ce serait ce geste de dénaturalisation de catégories qu'on nous a posées comme naturelles et donc irréversibles, immuables, etc. Je pense que voilà, la littérature nous aide à déconstruire toutes ces catégories, tous ces présupposés, à commencer par exemple par le concept de nature, qu'on nous rabat tout le temps, enfin qu'on nous met tout le temps à la figure dès qu'on parle même de végétarisme ou de, je sais pas, d'autres manières d'être au monde qui seraient moins dans la concurrence, etc. On vient nous sortir le joli argument naturaliste en mode « Ah mais t'es végétarien, mais c'est contre nature ». Non mais l'homme primitif mangeait de la viande, il chassait, machin. Ou alors quand on dit qu'on veut penser d'autres manières de faire famille, d'autres types de communautés, on lui dit mais tu sais que l'homme est intrinsèquement mauvais ou il est intrinsèquement égoïste, qui nourrit des rapports de concurrents. On nous rabâche tout le temps cet argument de nature. Or, comme on le sait, cet argument de la nature a toujours été ressorti dans des moments historiques pour soutenir des positions sociales, des positions politiques, à commencer par les personnes homosexuelles, puisque leur amour est contre nature, ou alors les femmes, pourquoi iraient-elles travailler? Leur place est à la maison, puisque leur nature les a faites ainsi, etc. Donc on remarque qu'en fait, ce concept de nature est une fiction qui est toujours instrumentalisée à des fins politiques. Donc une littérature voilà, qui serait écologique viendrait aussi nous montrer cet écueil de la pensée en dénaturalisant ces catégories qui voilà, entravent notre imagination et notre manière de vraiment prendre la mesure de ce qui nous arrive, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est une idée qui est très présente aussi chez Donna Haraway, cette idée qu'en fait, think we must, que l'urgence est à la pensée. Et qu'au fond, ce que réclame de nous cette crise écologique, c'est pas seulement de trier nos déchets, ou de recycler, ou de décarboner nos modes de vie. Évidemment, ça accompagne, mais c'est d'abord de transformer notre manière de penser. Moi, je pense qu'il faut penser l'écologie comme une révolution culturelle et épistémologique. Ça veut dire quoi aujourd'hui faire de la science en contexte de crise écologique? Ça veut dire quoi aujourd'hui faire de l'art quand on a une crise planétaire en cours? Ça veut dire quoi tout ça? Je pense que l'écologie, on peut pas, c'est pas une question qu'on peut se poser, on est obligé de faire avec, on est obligé de composer avec parce que tous nos modes de vie, nos manières de créer, de penser dépendent de ça aujourd'hui. C'est-à-dire comment on peut penser l'écologie, c'est-à-dire cette pensée du système, cette pensée du réseau. Je rappelle que l'écologie, à la base, c'est aussi par exemple une discipline scientifique en biologie. L'écologie, c'est l'étude des écosystèmes, des interactions entre les espèces. Et donc il faut bien se rappeler que l'écologie, avant tout, c'est cette science, ce paradigme qui nous aide à penser les choses non pas de manière isolée, mais bien en réseau, en constante interaction et en interdépendance. Donc ça veut dire quoi finalement faire de la science ou écrire, faire de la littérature, de l'art,
en pensant toujours les choses de manière interconnectée. Je pense que ça aussi, c'est une des pistes que pourrait développer la littérature écologique, c'est-à-dire c'est-à-dire non plus même penser l'humain en dehors du monde animal, mais bien le réincorporer dans sa condition animale, le réincorporer au sein de cette communauté terrestre, au sein de cette toile du vivant auquel il appartient. Et je pense que souvent, ce que pourrait faire cette littérature, ce serait remettre en scène des humains pris en interaction, en interdépendance radicale avec d'autres êtres vivants que des humains. Parce que moi, parfois, je me dis, mais c'est quand même fou, et je me le dis tout le temps parce que je suis un gros urbain et que j'ai toujours grandi dans la ville, et ça, c'est un truc que je déteste chez moi, c'est que je suis pas à l'aise, en fait, par exemple, avec les animaux, ou devrais-je dire avec les autres qu'humains. Genre, par exemple, je vois une souris ou un rat, je suis mais terrorisé, et ça m'énerve d'être comme ça. Du coup, c'est aussi un truc que j'apprends à déconstruire, parce que je trouve ça super étrange de rester que entre humains. Donc je crois qu'une littérature écologique remettrait l'humain non plus au centre de la scène, mais voilà, pris dans cette multiplicité des vivants sur Terre. Ça voudrait dire quoi finalement? Repenser des nouvelles formes de protagonisme, non plus individuelles, non plus avec un héros, mais avec des formes d'alliance. Ce qui me fait penser d'ailleurs à une autre idée très importante chez Haraway, qu'elle reprend aussi par exemple de l'écrivaine de science-fiction américaine Ursula Le Guin. En gros, Ursula Le Guin a écrit un texte qui pour moi est fondateur dans ma pensée, et c'est un texte super court, mais ça m'a genre trop révolutionné. Je crois que le nom s'appelle La théorie de la fiction panier. Et en gros, Ursula Le Guin, elle dit qu'en fait, il faudrait qu'on puisse penser d'autres récits, d'autres structures narratives que celles du héros. Parce qu'au fond, nous, humains du XXIe siècle, on a hérité d'une matrice narrative qui date depuis l'épopée homérique de l'Antiquité, qui est celle du héros. C'est-à-dire, on a un protagoniste. C'est aussi un peu le schéma actantiel de Grémas. Je ne sais pas si vous avez la ref, mais en gros, la plupart de nos structures narratives se résument ainsi. On a un héros qui part en quête d'un objet, et pour atteindre cet objet, eh ben, il y a toute une série d'obstacles, et bim, on a des récits de combat, de violence, où en gros on a un ennemi face à un héros, et toute l'histoire, le dénouement consiste à la victoire du héros sur l'ennemi. Et donc voilà, ce que dit Ursula Le Guin, c'est qu'on est face à des matrices narratives faites de violence, d'héroïsme, des récits guerriers, de barbarie, où finalement c'est toujours la victoire de l'un sur l'autre. Et en gros, elle dit que finalement ces histoires-là se fondent implicitement sur une matrice de l'épée, c'est-à-dire du glaive, donc toujours pointé vers une violence. Et elle dit, mais ça donnerait quoi au fond si on avait des récits en forme de panier, c'est-à-dire des récits en forme de toile, où en gros on n'aurait plus un seul héros qui combattrait la terre et qui sauverait le monde, mais ça donnerait quoi finalement? Des nouvelles formes d'héroïsme faites d'alliances, non plus avec un individu face au reste de la terre, mais bien une multiplicité d'individus, des formes de communauté, de solidarité, d'alliance qui se nouent entre des êtres et qui finalement ne se battraient plus contre un ennemi commun, mais justement qui apprendraient à vivre ensemble. Ça donnerait quoi? Voilà, ces fictions paniers, ces fictions sans héros individuels, mais faites d'une multiplicité d'agents qui ne cherchent pas à abattre quelqu'un, qui ne cherchent pas à tuer quelqu'un pour réussir, mais qui apprennent à former des mondes en fait. Ça donnerait quoi si on suivait ces autres héros, ces autres agents narratifs? Donc là, je crois qu'on a vraiment une piste féconde pour penser une littérature écologique à ce niveau-là. Ce qui me permet d'introduire une autre idée de Donna Haraway, qui est que pour elle, finalement, la réponse la plus puissante qu'on peut adresser à la crise en cours, à la crise écologique, c'est pas, comme je le disais, une lutte acharnée pour la décarbonisation. Il ne s'agit pas de créer la nouvelle machine qui viendrait décarboner l'atmosphère. C'est pas ça la question. Au contraire, elle s'érige vraiment en opposition contre le technosolutionnisme, hein, c'est-à-dire l'idée que, au fond, la science, la technique permettrait de trouver la solution qui nous sauverait, etc. Au contraire, Haraway, elle croit que ce qui peut vraiment nous aider dans cette crise, c'est la parenté. Ou plutôt, je trouve le mot parenté ne se traduit pas bien en français, mais en anglais c'est kinship. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est créer des alliances, créer de nouvelles familles, de nouvelles communautés, de nouvelles manières de se rapporter les uns aux autres, et des uns et des autres qui ne sont pas seulement humains. C'est-à-dire que pour elle, la crise écologique est avant tout une crise de la parenté, c'est-à-dire une crise de la communauté et de nos relations. Au fond, cette crise, et moi j'adore utiliser le mot crise parce que je trouve que c'est un concept vraiment génératif. Je ne parle pas de réchauffement climatique, mais bien de crise parce que je trouve que dans la crise, il y a cette idée d'une urgence qui nous pousse à une inventivité, à une créativité.
Au fond, la crise, c'est un peu le point de saturation d'un système et le point d'ébullition d'un système qui oblige à faire émerger d'autres choses, d'autres possibles, et qui réclame de nous qu'on se mette en action et qu'on pense, quoi. Et donc voilà, pour Donna Haraway, cette crise écologique, c'est l'opportunité de créer de nouvelles relations. Et c'est pour ça qu'elle emprunte aussi beaucoup aux théories queer. Il s'agit aussi de pouvoir penser des familles qui dépassent le modèle hétéropatriarcal, c'est-à-dire un père, une famille, et puis la famille nucléaire, ils ont des gosses, et puis on se transmet voilà, de génération en génération sur un mode vertical. Au contraire, elle appelle à des familles horizontales, c'est-à-dire des familles choisies, des familles qui ne sont pas de sang, mais des familles qui sont avant tout faites de soins et de choix électifs, affectifs électifs. Et là donc intervient une phrase hyper connue de Donna Haraway qui dit « Make kin, not babies ». En gros, faites des parents et pas des enfants. Donc elle a une position qui peut être aussi un peu controversée où elle dit en fait, il faut arrêter de faire des gosses. Enfin, évidemment, il faut faire des gosses, mais il faut arrêter d'en faire autant. Et il faut arrêter d'assimiler le concept de famille au concept de filiation. Pourquoi il faudrait que j'ai un gosse que j'ai enfanté moi-même, qui sorte de mes entrailles, pour pouvoir nourrir une relation de soin et de sollicitude avec cet être? Pourquoi je ne pourrais pas penser des manières de prendre soin, des manières de faire attention, de protéger d'autres êtres que ceux que j'ai engendrés? Donc c'est bien ce que nous dit Haraway, c'est qu'en fait cette crise écologique, elle nous demande d'élargir nos schèmes relationnels, elle nous demande d'apprendre à nous aimer et à forger des alliances, des schèmes affectifs qui dépassent en fait ceux de la famille traditionnelle, nucléaire, etc. Et qui dépassent aussi la seule espèce humaine. Il faut qu'on puisse apprendre à faire des familles aussi avec des animaux. Pourquoi il faudrait qu'on se reste encore une fois reclus entre humains? Donc voilà, pour Haraway, cette réponse qu'on peut vraiment adresser à la crise écologique, c'est d'abord cette réponse affective. Il faut qu'on puisse forger de nouvelles formes de parenté. Et je crois que du coup, une littérature écologique pourrait être une littérature qui met en scène d'autres formes de communauté, d'autres manières de se rapporter les uns aux autres. Et je crois, et ça c'est aussi la piste que j'ai envie d'explorer dans mon mémoire, je crois qu'il faut regarder du côté des communautés queer. Moi, c'est un peu mon combat, c'est que j'ai pas envie de séparer l'écologie du queer ou de la question décoloniale, etc. Pour moi, tout est imbriqué. Évidemment, on soutient l'intersectionnalité, mais je crois que vraiment, d'un point de vue théorique, en fait, l'écologie ne peut pas faire sans le queer, la question coloniale ou quoi. Je crois vraiment que c'est l'écologie, il faut qu'on la pense comme un nouveau paradigme, comme une révolution culturelle, comme j'ai l'expliqué avant, qui fait appel évidemment à nos schèmes affectifs. Encore une fois, l'écologie, c'est pas une question seulement technique ou une question auxiliaire dans nos vies. L'écologie, elle repose la question de notre condition humaine au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'avant, ça se posait sous d'autres formes. Voilà, il y a eu la guerre, donc voilà, il y avait des guerres mondiales, il y avait, je sais pas, la famine, il y avait la religion, enfin bref, il y avait plein de schèmes de pensée qui nous permettaient de se poser notre question de notre appartenance au monde, la question de notre finitude et du sens qu'on donne à notre existence. Mais je crois qu'au XXIe siècle, ce grand paradigme, c'est l'écologie. Elle nous pousse à nous demander, au fond, qui sommes-nous, nous humains, comment aimons-nous, et quel est le sens de cette vie sur Terre. Et donc évidemment que le queer est essentiel dans la recherche que je vais mener, parce que depuis le début, le queer s'est défini par une capacité d'inventivité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Pierre Niedergang, il a écrit un texte qui s'appelle « Vers la normativité queer », et en gros, il explique que, au fond, le queer, c'est pas seulement une antinormativité, parce que souvent, on réduit le queer à l'antinormatif, c'est-à-dire à ce qui serait en dehors de la norme hégémonique, et au fond, le queer serait toujours dans une position de négativité, c'est-à-dire en gros, nous, on se définit par ce que vous n'êtes pas. Enfin, on se définit par le fait qu'on n'est pas ce que vous êtes, vous, la norme. Or, ce que dit Pierre Niedergang dans son bouquin, c'est que, en fait, on est obligé, même en étant queer, de produire des normes. Parce que comment penser des communs, comment penser des communautés sans normes, c'est-à-dire des manières de juger de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, des manières de s'organiser. Il faut qu'on ait voilà, un socle commun pour pouvoir faire une communauté. Donc on a besoin d'une norme, et c'est ce qu'il appelle une normativité queer, c'est-à-dire une capacité, une force de génération voilà, pour produire de nouvelles normes. Et au fond, je crois que cette normativité queer, elle est hyper féconde pour penser la question écologique, car les milieux queer font preuve depuis des décennies, voire des siècles, de cette inventivité justement relationnelle. Elle dépasse les modes, les schèmes relationnels traditionnels
non pas seulement dans un simple geste de destruction, mais bien aussi de créativité, de création, d'inventivité. Et donc moi, c'est cette puissance du queer que j'ai envie de croiser avec la question écologique, toujours avec ce souci que pose Donna Haraway de devoir former de nouvelles parentés, de nouvelles formes de communautés, de familles, pour répondre à la crise qui nous arrive. Donc voilà, je crois qu'une littérature qui serait vraiment écologique aborderait ces questions-là, mettrait en scène des protagonistes autres qu'humains, de nouveaux modes affectifs, relationnels, et au fond de nouvelles manières d'être au monde. Parce que clairement, il ne s'agit pas juste de s'aimer les uns les autres, mais de faire de ces nouvelles familles l'opportunité de nouvelles manières d'être au monde. Donc finalement, je pense qu'une littérature écologique, ce serait une littérature qui adresserait l'écologie de manière oblique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de parler des animaux ou du carbone ou de, je sais pas moi, de la forêt, etc. Mais je crois que par exemple, un roman qui serait queer, un roman qui mettrait en scène des communautés dans les marges, qui inventerait de nouvelles manières de faire des mondes, de nouvelles manières de se rapporter les uns aux autres, de pratiquer des formes de soins, etc. Je pense que c'est une littérature qu'on pourrait déjà qualifier d'écologique en tant qu'elle répond à cette impasse de la crise écologique qui est celle de l'individualisme auquel elle nous contraint. C'est-à-dire que le capitalisme mondialisé de la fin du XXe siècle, le néolibéralisme, etc., nous pousse à nous individuer et à nous séparer les uns des autres et nous empêche donc de nouer des solidarités pour faire face à ce qui nous arrive. Donc je pense que déjà le queer, c'est déjà écologique en ce sens-là. Donc voilà, je pense que tout ça pourrait être des premières pistes de réflexion pour penser cette littérature écologique. C'est en tout cas moi ce que j'ai envie de faire dans mes mémoires, j'ai vraiment envie de croiser le queer et l'écologique et donc m'intéresser justement à ces nouvelles normes, ces nouvelles manières d'être au monde qui s'instaurent dans les marges et dans les ruines. Moi il y a un motif qui m'intéresse énormément et que j'ai envie en fait, je crois que ça va être un peu ma porte d'entrée pour mon mémoire, ça va être un peu le fil conducteur de mon mémoire, c'est la vie dans les ruines. Au fond, ne pas penser simplement la fin ou la crise écologique comme l'apocalypse, la fin du monde, mais au fond comme une opportunité pour faire advenir d'autres mondes. Et moi, j'aime cette idée que finalement, dans les ruines, dans la violence qui nous est faite, dans la destruction qui est en cours, finalement, il y a des mondes qui surgissent dans nos fissures, dans ce qu'on détruit. Et qu'en fait, c'est ces voix-là, ces mondes qui émergent, qui nous appellent, qu'il faut pouvoir écouter, et qu'une littérature véritablement écologique mettrait en scène. Donc c'est un peu ça que j'ai envie d'explorer moi dans mon mémoire, dans un corpus de littérature francophone contemporaine. Et maintenant, voilà, la question c'est de trouver le corpus. J'avoue que c'est un peu compliqué. Là, je suis en train de lire les romans de Phoebe Hadjimarkos-Clarke. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en jeu dans ces romans. Je ne les ai pas encore lus, mais je les commence aujourd'hui. Je ne sais pas si vous la connaissez, dites-moi en commentaire si oui, ça m'intéresse. Et donc peut-être que vous pouvez m'aider dans ma recherche. Je ne sais pas si vous connaissez voilà, des romans. Alors, voilà, j'ai plus envie de m'intéresser aux romans plutôt que la poésie ou le théâtre. Voilà, des romans qui mettent en scène des communautés, des nouvelles manières d'être au monde, qui émergent au fond dans la destruction, dans les ruines. Et aussi penser de manière générale au fond ce que pourraient être encore les pouvoirs de la littérature aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que là où la question se posait au XXe siècle, à partir du paradigme de l'engagement sartrien, hein, vous voyez, Sartre il disait, au fond, la littérature, on ne peut pas juste accepter que ce soit de l'art pour l'art, en mode juste du beau pour du beau. Il faut que la littérature soit politisée, il faut qu'elle nous pousse à l'action, qu'on aille dans la rue, qu'on manifeste, etc. Il faut que les auteurs s'engagent. Ça, c'est très sartrien. Moi, je pense que cette question de l'agentivité littéraire, c'est-à-dire des effets que peut produire la fiction, la littérature aujourd'hui, je pense que voilà, l'écologie, elle vient reconfigurer cette question, elle vient nous l'adresser à nouveau. Et j'aimerais bien donc aussi, dans un second temps, dans mon mémoire, penser cette question du pouvoir du récit aujourd'hui au XXIe siècle. Ça veut dire quoi, au fond, une littérature politique, une littérature qui agirait sur le réel aujourd'hui dans ce contexte de la crise écologique. Ce serait un peu voilà, les questions que j'ai envie d'aborder. Et j'avoue aussi, je me dis que ça pourrait être bien que j'aborde aussi ça depuis un point de vue pas seulement thématique, c'est-à-dire de la représentation en mode ah voilà, tel livre représente telle communauté, mais voir aussi comment ça vient travailler nos écritures, nos structures narratives, comme j'en parlais avant, comment ça oblige à repenser la narration d'un point de vue narratologique, quelle forme de narrateur on a besoin, quelle forme de personnage, est-ce qu'on ne pourrait pas penser des personnages plus hybrides, moins individuels, des personnages non binaires, des personnages cyborgs, comme le dirait Donna Haraway, c'est-à-dire qui viendraient subvertir la pensée dichotomique occidentale, comme j'en parlais avant. Voilà, des personnages qui seraient faits d'hybridité, d'une subjectivité un peu trans, c'est-à-dire pas dans une catégorie, mais un peu fluide en fait.
Je crois que voilà, il faut aussi que dans mon mémoire, j'analyse au fond ce que ça voudrait dire écrire sous la crise et quelle forme d'expérimentation littéraire ça provoque, quoi. Donc voilà, c'est un peu tout ça que j'ai envie de penser dans mon mémoire. Et voilà, je vous propose de vous embarquer dans cette aventure. J'ai vraiment envie de faire des vidéos voilà, sur les 2 ans qui arrivent, parce que du coup, je devrais rendre mon mémoire dans 1 an et demi en vrai, dans 1 an et demi, donc j'ai grave le temps, hein. Je m'y prends hyper à l'avance. Mais je sais pas, j'ai envie de faire ça bien, et voilà, pour moi, c'est quand même une aventure enthousiasmante, c'est réjouissant pour moi. Ce petit projet de recherche, c'est un peu comme une enquête que je mène. Et de nouveau, c'est une manière pour moi de donner du sens à mes études parce que moi, je ne peux pas juste lire Victor Hugo pour lire Victor Hugo. J'ai vraiment besoin de voir quelles armes, quels outils ça me permet ça me donne en fait pour pouvoir agir aujourd'hui. Donc voilà, je vous propose de m'accompagner dans cette aventure intellectuelle. Je vais essayer de faire quelques vidéos de temps en temps, peut-être des vlogs. Je ne sais pas encore quelle forme ça prendra, mais en tout cas, j'espère pouvoir vous tenir au courant de l'avancée de mes petites recherches. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse en tout cas. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Bisous!